Yo les trashers, ne relâchez jamais d'animaux n'importe où. C'est peut-être dangereux pour eux tout d'abord, mais ça l'est tout autant pour notre écosystème. C'est en effet généralement des animaux introduits par l'homme qui sont la cause de nombreux désordres environnementaux, mettant en péril la biodiversité. Avec la mondialisation, ces espèces-là se sont multipliées et créent de réels dangers. Rats noirs, écureuils gris, voire encore écrevisses américaines. Avec Fieldrong, nous allons vous parler d'une des plus grosses catastrophes environnementales du 21e siècle, ces espèces invasives qui détruisent notre biodiversité. Le frelon asiatique. La Vespa velutina, de son nom scientifique, est originaire du sud-est de l'Asie et aurait été introduit en France comme beaucoup d'autres espèces par la mondialisation. Il est dit que les larves se seraient cachées dans des poteries chinoises ou par des bateaux acheminant du bois d'Asie. C'est en 2004 que les premiers frelons sont détectés et en 2011, c'est pas moins de 2000 nids qui sont signalés. En 2010, c'est l'Espagne qui détecte ses premiers frelons, tandis que certains sont repérés au Portugal, en Belgique et même en Italie. Le problème est devenu européen. Le frelon asiatique pose essentiellement deux soucis d'ordre écologique et économique, tous deux intimement liés. Le Vespa velutina est un gros dévoreur d'abeilles qui représente quand même 80% de son régime alimentaire. Il se place en vol stationnaire devant un de leurs nids et attend patiemment qu'une abeille sorte pour la dévorer. Lorsque la ruche est vidée des butineuses, le frelon entre et n'a plus qu'à croquer des larves. 1 à 2 frelons n'ont pas l'air de perturber outre mesure le fonctionnement d'une ruche, mais au-delà de 5, c'est la vie même de la colonie qui est en danger. Les apiculteurs du sud-ouest de la France estiment ainsi avoir perdu entre 30 et 50% de leur cheptel à cause de lui. C'est juste énorme et très rapide. Les abeilles n'ont aucun moyen de défense efficace pour repousser ces frelons, même si certains comportements isolés d'autodéfense sont à signaler, et il n'existe chez nous aucun prédateur naturel. Un véritable génocide d'abeilles a lieu chaque été, ce qui va à court terme détruire notre équilibre naturel tant les abeilles sont importantes pour un écosystème. C'est bien simple, en l'absence d'abeilles, on meurt tous. Elles ont un rôle si important dans la pollinisation de certaines fleurs que la majorité du monde végétal se retrouve menacée. Déjà qu'elles étaient bien fragilisées par les virus et les pesticides, le frelon apparaît comme l'espèce venant porter un coup fatal à nos abeilles. Il ne reste plus qu'à croiser les doigts pour que la reconnaissance d'espèces invasives aux frelons, bien que très tardive, permette aux hommes de sauver ce qu'il est encore possible de sauver. L'écureuil gris. Si vous vous baladez un jour dans les parcs de Londres, vous serez sans doute émerveillé par la vision de petits écureuils adorables venant jusqu'à vos pieds pour essayer de trouver quelque chose à manger. Et pourtant, sous ces rongeurs mignons se cache un désastre écologique. Les écureuils gris, originaires de l'Amérique du Nord, sont introduits dans plusieurs zones de Grande-Bretagne à la fin du 19e siècle. En effet, contrairement à leurs cousins européens roux, ils s'accommodent très bien de la cohabitation avec les humains et fait une parfaite présence dans les parcs et domaines anglais. Ces introductions sont restées légales jusqu'en 1930 en Angleterre, bien trop tard pour endiguer la progression. L'écureuil gris est omnivore opportuniste, il mange tout ce qu'il trouve, que ce soit des fonds de poubelle, des bourgeons ou des oisillons. Parallèlement à ce régime adapté à la propagation rapide de l'espèce, l'écureuil gris est porteur d'un virus, le parapox virus. Ce dernier est mortel pour l'écureuil roux, alors même que l'écureuil gris envahit ces zones de population historiques. Comme si ça n'était pas suffisant, le cousin américain a tendance à écorcher les arbres pour manger le bois tendre, ce qui expose les feuillus aux virus et autres parasites. C'est déjà chaud pour l'environnement, mais en plus de ça, l'écureuil gris vise majoritairement les hêtres, qui sont également les arbres préférés pour le nid des écureuils roux. Et ce qui est fou, c'est que les écureuils gris anglais sont les seuls à le faire, contrairement à leurs homologues américains. En effet, depuis la grande sécheresse en Angleterre de 1976, ces derniers ont acquis cette habitude de gratter l'écorce de hêtre, devenant comportement héréditaire au fil des années. Une sorte de super écureuil ultra dangereux et opportuniste en fait. Résultat de tout ça, on comptabilise aujourd'hui 2 500 000 écureuils gris en Grande-Bretagne contre 160 000 écureuils roux et la tendance se maintient. L'écrevisse américaine. Les eaux ne sont pas non plus épargnées par ces espèces introduites de gré ou de force, et vous seriez surpris de constater que nos plans d'eau ont perdu au fil du temps beaucoup de leur diversité. La cause ? L'introduction, il y a plus d'une centaine d'années, de l'écrevisse américaine par un pisciculteur en Allemagne. Cette espèce d'écrevisse ayant l'habitude de se déplacer beaucoup de point d'eau en point d'eau et pouvant s'adapter très facilement à son milieu, il n'aura pas fallu attendre longtemps pour qu'elle soit recensée en France. L'écrevisse américaine, de couleur verte olive, est capable de s'acclimater à des eaux plus ou moins polluées et faibles en dioxygène. Et ce n'est pas tout. En plus de ça, elle a un pouvoir de reproduction assez important, ce qui va accentuer son pouvoir de colonisation, sans compter que les larves d'écrevisses deviennent autonomes au bout de seulement 8 jours. L'écrevisse américaine est donc l'espèce invasive la plus répandue dans notre pays puisque présente partout, ce qui cause pas mal de soucis aux autres espèces d'écrevisses. En effet, de par leur nombre, les américaines entrent frontalement en concurrence avec les autres écrevisses. Les abris sont occupés et elles sont, comble du désastre, porteuses saines de maladies mortelles pour les autres espèces, comme la peste des écrevisses. Au-delà d'un problème évident quant à la diversité des eaux douces françaises, les écrevisses américaines sont aussi la source de pas mal de détérioration sur nos rives, puisque là où elles s'installent, elles auront tendance à creuser tout un réseau de galeries, ce qui va fatalement fragiliser
coloniser les berges. Enfin, lutter contre la prolifération des écrevisses américaines est pratiquement impossible, vu l'accessibilité difficile de leurs galeries au fond des rivières. Les espèces d'écrevisses européennes semblent donc condamnées à plus ou moins court terme. Le lapin en Australie. En 1859 en Australie, Thomas Austin, un Britannique amateur de chasse, importe de Grande-Bretagne 12 couples de lapins pour s'amuser. Ce qu'il ne pouvait pas imaginer, c'est que 150 ans plus tard, l'Australie aurait sur le bras la gestion du plus gros désastre écologique qu'elle n'a jamais connu. Quelques lapins s'échappent d'abord de leur enclos suite à un incendie. Ils vont donc vivre leur vie et se reproduire en pleine nature. Seul souci, contrairement à l'Europe, les lapins n'ont aucun prédateur en Australie. Et un lapin se reproduit très vite. Vous savez ce qu'on dit sur le sujet. Les lapins se propagent à une vitesse de 110 km de territoire colonisé par an. En 50 ans, la grande majorité de l'Australie est colonisée. Les lapins dévorent toute la végétation d'un sol déjà fragile, 10 lapins mangeant autant d'herbes qu'un mouton. En mangeant la nourriture disponible, de nombreuses espèces locales, notamment les walibi, petits kangourous, voient leur population chuter. Les sols sont fragilisés car les plantes ne retiennent plus les nutriments de la terre, emportés par le vent. Le processus d'aridification finit par atteindre les cultures humaines. Le gouvernement australien, se rendant compte de ces dégâts, décide alors de mettre en place des mesures pour contrer sa progression. Il tente la construction d'une barrière de 3000 km de long pour l'empêcher de passer, sauf que le lapin creuse en dessous. Beaucoup d'argent perdu pour le record de la plus longue clôture inutile de la Terre. Deuxième solution, le gouvernement autorise l'introduction du renard, prédateur naturel du lapin en Europe. C'est un désastre total. Le renard mange les petits marsupiaux pas préparés contre ce prédateur. Bien joué. C'est donc un vrai cercle vicieux depuis plus de 100 ans qui a conduit à la presque disparition de certaines espèces locales. Même l'introduction de virus tuant seulement le lapin a échoué, vu que des populations résistantes ont fini par voir le jour, annulant tous les faits en quelques années. Aujourd'hui, le gouvernement australien tente de mettre au point un virus immunocontraceptif qui empêcherait les lapins de se reproduire. Y a plus qu'à espérer que ça ne soit pas un nouvel échec. Le rat noir. Il s'agit de l'une des espèces invasives la plus ancienne et dangereuse à la fois pour son environnement et pour l'homme. Originaire d'Extrême-Orient et introduit sur les rives méditerranéennes il y a entre 8000 et 5500 ans, oui ça commence à dater, le Rattus ratus est une véritable plaie que l'on retrouve partout dans le monde. Le truc c'est que le rat est un gros dur à cuire, non seulement il a une importante capacité de reproduction, mais en plus il est doté d'une extraordinaire capacité d'adaptation, que ce soit à son milieu ou à son régime alimentaire. Je m'explique. Un rat en conditions normales se nourrit de 40 grammes de céréales par jour, soit 8 à 10% de son poids, ce qui fait de base un sacré vorace. Imaginez un homme de 80 kg consommer 8 kg de bouffe par jour. Mais l'absence de céréales ne va pas contrarier notre rongeur. Petits animaux, morts ou vivants, excréments, œufs, autant d'alternatives qui peuvent maintenir une population de rats. Porteurs de maladies graves comme entre autres la peste, le rat est également un danger pour beaucoup d'autres animaux, notamment les oiseaux dont ils mangent les œufs et les oisillons. Des volatiles pourtant très importants pour notre écosystème puisque leurs excréments fertilisent les terres. Les rats sont donc à l'origine de la mort de 25 000 oisillons par an, causant également la disparition de 75 espèces animales dont 52 oiseaux. Récemment, les rats ont colonisé de nombreuses îles à travers le monde et font des ravages auprès des oiseaux qui y habitent. N'ayant pas encore eu le temps de s'adapter à un prédateur inconnu, ils subissent un véritable carnage. Une seule solution, la dératisation de masse. C'est coûteux et ça marche pas toujours. Oubliez une poignée de rats et en quelques années, ils coloniseront de nouveau tout le territoire. C'est ce qui s'est passé sur l'île d'Anderson suite à une importante opération de dératisation qui leur a tout de même coûté la bagatelle de 2 millions de dollars pour rien. La renouée du Japon. Le statut d'espèce invasive ne s'applique pas qu'à la vie animale. Le règne végétal connaît également ses envahisseurs, parfois extrêmement dangereux pour l'environnement. La renouée du Japon est une plante qui vient du Japon, oui, je crois que c'était clair, et a été introduite durant le 19e siècle dans les jardins et parcs européens pour la beauté de son feuillage. Elle a d'ailleurs gagné le prix de la plus belle plante en 1847, décerné par la Société d'horticulture d'Utrecht. La plante est parfaitement adaptée au climat doux de l'Europe et se multiplie très facilement par multiplication végétative de son rhizome, sa tige souterraine. En gros, les tiges de la plante peuvent donner elle-même une toute nouvelle plante vivace assez vite. En plus de ça, sa croissance est extrêmement rapide. Elle peut atteindre jusqu'à 4,5 cm par jour. Il suffit d'arracher la plante et de la balancer sur un tas de compost pour que, quelques mois plus tard, une énorme renouée se tienne à la place de votre dépôt. Et le souci pour les voisins de la plante, c'est que le rhizome pompe toute l'eau et les nutriments présents dans la terre pendant l'été pour pouvoir pousser très vite au printemps suivant. Elle met donc en danger de nombreuses espèces végétales qui se retrouvent donc avec un sol appauvri et ne peuvent pas se développer. Une population de renouée peut en quelques années occuper plusieurs dizaines
de mètres carrés d'occupation en empêchant les plantes locales de pousser. Cet impact atteint également les espèces animales locales qui reposent souvent sur quelques espèces particulières pour leur régime alimentaire ou leur développement. Lutter contre la plante est possible, mais c'est un calvaire quotidien et aucune solution finale ne semble marcher actuellement. L'arrachage laborieux et l'incinération des plantes de manière systématique est encore la seule vraie solution. Et on finit sur un fait incroyable. Des recherches en biologie moléculaire conduites en Grande-Bretagne sur 150 renouées issues de tout le territoire européen ont confirmé que toutes les plantes étudiées appartiennent à une même plante originale, s'étant clonées indéfiniment. La renouée du Japon constitue donc probablement le plus grand clone végétal de la planète. Vraiment ouf. Le chat domestique. Seconde espèce la plus meurtrière après le rat, le chat est certainement celle qui est la plus vicieuse. Et oui, amis des animaux et accros d'internet, votre chat est un tueur mettant en péril la biodiversité de notre planète. Pouvant tuer une quarantaine d'oiseaux par an et 5 fois plus de mammifères, le chat est un danger, c'est un fait. On dénombre 11 millions de chats dans nos foyers, ils sont responsables de la mort de 2,5 milliards d'oiseaux et 12,3 milliards de mammifères, soit une trentaine d'espèces disparues par sa faute. Le tout, soit pour se nourrir, dans le cas minoritaire des chats sauvages, ou tout simplement pour le sport, pour le chat domestique. Et ça pose un sérieux problème à la fois pour les animaux chassés, mais aussi pour les chasseurs naturels. En effet, les chats provoquent une concurrence déloyale vis-à-vis des animaux qui ont besoin de la chasse pour vivre. Ceux-ci n'ont d'autres sources de nourriture que ces petits animaux, là où le chat aura de toute manière une main tendue, pleine de croquettes. La sélection naturelle penche alors en faveur du chat, les autres prédateurs disparaissant faute de nourriture. Là où leur impact est le plus visible est dans les lieux récemment colonisés par l'homme. L'un des cas les plus probants est l'exemple des marsupiaux de l'île de Tasmanie, en grand danger sur ces terres. Il n'existe pas sur cette île de prédateurs à l'allure similaire aux chats, conséquence, les marsupiaux, naïfs et ne connaissant pas cet élément perturbateur, deviennent des proies faciles. Ce schéma se répète ainsi inlassablement pour toute espèce de rongeur ou d'oiseau à travers le monde, ne connaissant pas ce nouveau chasseur venu de loin. Le plus sournois dans l'histoire, c'est que là où le rat, l'écrevisse, le renard ou toute autre espèce vue jusque-là sont reconnus comme invasives, ce n'est pas le cas du chat. Et même pour le cas du chat errant, potentiellement bien plus nuisible que les domestiques, la priorité est de réfléchir à leur bien-être plutôt que de prendre en compte une quelconque considération écologique. Le souci avec les espèces dont on a parlé, c'est qu'elles sont déjà installées depuis longtemps sur leur nouveau territoire, parfois suffisamment longtemps pour développer de nouvelles techniques de chasse contre nature. C'est le cas de la silure, introduite dans nos rivières françaises et qui chasse le pigeon depuis qu'elle a vidé nos rivières de ses poissons. Les arrêter est donc plus ou moins impossible, même si des efforts sont faits pour limiter les dégâts. Dératisation ou destruction de nids de frelons sont autant de mesures permises par la reconnaissance de ce statut de menace pour la biodiversité. Mais d'autres espèces nouvellement définies comme invasives ont été repérées assez tôt pour pouvoir les arrêter. La prise de conscience des dangers que font encourir ces espèces à l'environnement et aux hommes est désormais globale, à plusieurs vitesses, certes, mais il est pris au sérieux. La mondialisation est inarrêtable, et ce genre d'espèces seront de plus en plus nombreuses. À nous de rationaliser et apaiser notre rapport à la nature, un rapport que l'on souhaite un jour harmonieux.